première table ronde VFX sans frontières. Voilà, on a un certain nombre de sociétés françaises qui se développent fortement à l'international, dont c'est même la principale activité. Et donc on a souhaité justement parler de ce phénomène de société qui compte justement sur des développement à l'international pour développer leur société. Donc j'appelle trois speakers qui vont me rejoindre sur scène. Shadi Abo de société E4 Studio, Cyril Lepesant de Nightworks et Édouard Valton de Microsimage. Juste le temps d'installer la technique. Voilà. Donc je vais peut-être en profiter, avant que ça soit prêt tout de suite. Sinon, je vais en profiter pour remercier nos partenaires, nos fidèles partenaires, sans qui nous ne serions rien. Bien entendu, comme je le rappelais tout à l'heure, la coproduction avec le Centre des Arts et la ville d'Enghien-les-Bains. Le soutien très important du Conseil départemental du Val d'Oise, mais également de Cap Digital qui nous suit depuis l'origine, Audience, le CNC, Film London et bien d'autres. J'aurai l'occasion de revenir sur ce sujet tout au long de ces 2 journées. Voilà. Donc je vais peut-être mettre l'ordinateur, je ne sais pas qui va l'utiliser, c'est vous deux peut-être. Je ne sais pas. Voilà, on démarre par une certaine improvisation, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, David Anesi s'excuse, il n'a pas pu venir aujourd'hui. Et donc, Microsimage, Fabrice Damolini travaille sur une grosse production étrangère, justement. Et il est également retenu. Et il est remplacé avantageusement par Édouard Valton. Voilà. Donc, je vais présenter rapidement nos 3 invités, également leur société. Puis après, je leur donnerai évidemment la parole pour qu'ils vous présentent à la fois leur travail, les productions sur lesquelles elles travaillaient à l'international. Et puis, on évoquera évidemment plein de sujets, justement, comment ça se passe pour aller chercher de nouveaux prospects à l'étranger, les relations de travail, les différentes méthodes, les enjeux, pourquoi à un moment donné on travaille sur tel ou tel territoire. Voilà. Je crois que je parlais un peu à côté du micro. Je me sens que le son est mieux tout d'un coup. Voilà. Donc je vais commencer. Alors pas tout à fait dans l'ordre, mais c'est pas grave. Donc Édouard a commencé en fait sa carrière dans les années 70. Il a incarné un célèbre inspecteur new-yorkais. Finalement, voilà, voilà. Et ensuite, il s'est destiné au métier des effets spéciaux. Il a travaillé notamment pour les sociétés Durand-Dubois, Buff, et maintenant travaille chez Microsimage comme producteur des effets visuels, plus particulièrement dans le cinéma. Tu m'arrêtes si je me trompe, Édouard, mais voilà. Shadi Abo de la société E4 Studio, société justement qui a souhaité développer les relations entre la post-production européenne et la production sur le Moyen-Orient, et donc amener justement des réalisateurs, des producteurs à travailler avec nos sociétés, notamment en France. Voilà. Et enfin, Cyril Lepesant, qui est le cofondateur de la société Nightworks, qui est à la fois un studio d'effets visuels et d'animation, mais également un producteur qui se développe justement de plus en plus dans cette activité de production de contenu, et qui a un profil intéressant parce que dès les débuts finalement, et Cyril nous en parlera plus en détail tout à l'heure, Nightworks est positionné comme un acteur de l'international, dans le sens où justement ils sont allés chercher leur relais de croissance sur des territoires en dehors de la France et même de l'Europe. Voilà. Donc c'est assez singulier parce qu'il y a vraiment une volonté de s'inscrire dans cette dynamique. Voilà.
Donc je vais commencer par Cyril, qui va justement nous présenter son travail et notamment justement tout ce qui a pu être développé sur le territoire asiatique, parce qu'effectivement Nightworks est très présent en Asie et notamment en Chine. Et ce qui est intéressant justement, c'est comment justement vous avez débuté, pourquoi vous avez commencé à travailler sur ce territoire-là et comment ça se passe. Voilà, donc Cyril, c'est à toi. Eh bien, merci Yann, et puis merci à tout le monde et à l'accueil toujours très très agréable qu'on a ici à Enghien. Je vais effectivement commencer par montrer rapidement un travail d'effets spéciaux qu'on fait et qu'on a fait. Et ensuite, je prendrai un appui sur 4 cas très rapides pour vous montrer en fait effectivement des anecdotes et des exemples qu'on peut avoir sur ces cas-là. On va faire un focus assez rapide sur la Chine, parce qu'effectivement, ça fait quelque temps qu'on travaille là-bas, et ça permettra de voir un petit peu quels peuvent être les enjeux du travail avec eux, les contraintes, mais également ce sur quoi ça peut déboucher. Donc on va lancer la petite vidéo, si c'est possible. Ou je vais le prendre. Ou je peux me déplacer aussi. Hein. Surtout qu'Edouard n'a pas ne montrera pas de film. Voilà, pardon. Voilà. Faut qu'on se chauffe aussi un petit peu là, parce qu'on démarre la journée en trombe. Voilà. On a dit qu'on commençait par les problèmes techniques dès le matin. Comme ça, c'est fait. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai... Malheureusement, c'est Cyril qui essuie la pelée plâtre. Mais bon, t'as l'habitude avec moi. Hein. Il faut bien un premier. Donc voilà, on va caler juste ce petit problème de connectique. Bon, déjà, vous avez l'image, hein. Bah, on peut peut-être commencer, tant que ça se règle. Oui, tout à fait. Voilà, raconte-nous un petit peu justement comment tu es arrivé justement sur l'Asie et la Chine. Donc déjà, voilà, une petite introduction à ce sujet-là. Effectivement, la société a toujours été relativement orientée internationale. Déjà parce qu'il y a beaucoup de langues parlées dans la société. En fait, on en parle 10 couramment. Bon, on triche un petit peu parce que j'ai un associé qui en parle 8. Donc forcément, ça aide un peu. Néanmoins, ça a été un des vecteurs pour nous développer à l'international, mais également en Asie. Une des portes d'entrée a aussi été Hong Kong, via en fait Hong Kong et le Film Art qui a lieu chaque année là-bas. On a commencé à échanger, à récupérer un projet la première fois qu'on y a été, et puis à ouvrir des portes vers l'Asie, donc vers Hong Kong, vers Taïwan également, et puis vers la Chine. Et ensuite, ça a été principalement des rencontres. Donc bien sûr un projet qui débouche sur un autre et qui entraîne comme ça une sollicitation, surtout qu'à l'époque on n'était vraiment pas connu. On reste un petit studio, mais à l'époque on était vraiment très peu connu. Donc on a des partenaires qui nous ont fait confiance, et ensuite je pense que c'est les projets qui ont parlé d'eux-mêmes et qui ont permis qu'on débloque d'autres projets et d'autres collaborations. Donc je vais tout de suite enchaîner sur une des cas très rapides. L'avantage, c'est qu'il n'y aura pas de son, donc ce sera normalement plus facile. Si j'arrive à sortir. Hop, attends. Pourquoi? Bon, c'est le matin. C'est chargé direct. Donc là, tu vas nous présenter donc justement 4. Donc voilà, je vais faire un focus très rapide sur 4 cas qu'on a pu rencontrer en Asie et plus spécifiquement en Chine. Voilà. C'est bon. Donc le premier projet, voilà. Donc ces 4 cas, donc il y a
Ouais, ouais. Il y a 3 cas de projets publicitaires et une collaboration de long métrage d'animation. Donc, en fait, le premier projet dont je vais parler, c'est une publicité pour une marque qui s'appelle Nang Fu Springs. Alors, je pense que la plupart d'entre vous ne connaissent pas cette marque. En fait, en Chine, c'est extrêmement connu. C'est une des boissons les plus connues. Et ils développent beaucoup d'eau minérale. Et la particularité de ce projet, c'était de vendre de l'eau de luxe. Donc, ça peut nous paraître un peu fou, mais en fait, c'est des bouteilles d'eau minérale qui sont vendues autour de $20 pièce. Donc ça fait un peu cher pour de l'eau. Et forcément, derrière, il y a un habillage assez quali et assez chouette. Donc ils ont développé une très jolie bouteille avec une belle sérigraphie qui a été faite dans un studio anglais très talentueux. Et ils nous ont confié le développement d'une publicité sur cette bouteille-là. Alors c'est un enjeu assez intéressant parce que, évidemment, comme souvent en Asie, les choses se sont faites très très vite. Donc je crois qu'on était contactés le 20 ou 21 décembre, et puis en fait, ils nous ont appelés pour confirmer le 23 décembre. Donc évidemment, en France, c'est très facile de lever des équipes le 23 décembre. Il y a plein de monde qui sont très très contents de travailler le 24 décembre, par exemple. Et en fait, on devait livrer le 7 janvier au début, donc c'était assez sympa. Et c'était un projet très très typique, on va dire, des types de collaborations qu'on peut rencontrer là-bas, dans la mesure où il y a eu énormément de changements. Finalement, la livraison qui devait avoir lieu le 7 janvier a eu lieu mi-février, et pour cause, parce que les décors ont changé sans cesse. Donc, comme vous pouvez le voir, on a un packshot sur du fond cyclo, mais en fait, on a refait toute la pub sur fond cyclo, puis finalement, on a fait la pub sur du fond nature, puis finalement sur du fond cyclo, puis finalement on a changé aussi le bouchon et la modélisation de la bouteille en cours de production, et puis finalement on est revenu sur du fond cyclo. Résultat, on a livré 6 pubs, je crois, et évidemment des changements à chaque fois. Et ce qui était assez sympa, c'est qu'au final, la modélisation 3D a même fait changer le packaging produit. Donc voilà, c'était assez symptomatique, mais très très intéressant de travailler avec eux. Et ça a créé une belle collaboration dont je vous parlerai plus tard. Mais c'est un bon exemple de ce que peuvent être les publicités, les collaborations en Asie et en Chine. Je vais passer sur un deuxième cas qui également est assez intéressant. C'est une publicité pour une voiture, donc pour Volkswagen. Et le concept était très très intéressant parce qu'il y avait un vrai travail de création et un vrai travail de recherche avec deux réalisateurs français très talentueux. Et en fait, on avait pensé un concept qui fonctionnait avec du fluide, du liquide. En fait, en gros, la voiture naissait d'un fluide qui symbolisait la puissance de la voiture. Donc, on a créé tout le concept. On était à 1 semaine du tournage et donc de partir en Chine tourner. Et puis finalement, ils nous ont appelés en me disant on a un petit problème. En fait, la voiture, qui est un concept car, ne pouvait pas être mouillée. Donc, sachant que tout le tournage était basé sur de l'eau et du liquide, c'était un peu problématique. Donc, il a fallu changer absolument tout le concept. À 1 semaine du tournage et à quelques milliers de kilomètres. La force, en revanche, des équipes locales, ça a été la réactivité, parce qu'on a changé le concept très rapidement, avec finalement un système de panneaux de LED qui entourait la voiture pour projeter des effets de caustique et de reflets sur la carrosserie de la voiture, et pour donner cette idée de fluide, mais sans mouiller la voiture. Donc là, on avait trouvé une solution, et ils ont réussi à monter ça en quelques jours, parce que quand on arrivait sur place, on avait les panneaux, on avait tout, et on a pu tourner. Mais ça serait un petit peu trop facile, donc évidemment, il y a encore eu un petit changement, et en fait, finalement, le client a décidé qu'il ne voulait pas avoir de reflets sur la voiture, sachant que tout avait été tourné, donc c'était un peu compliqué. Ils ont envoyé le projet dans un autre studio chinois pour retirer frame by frame tous les reflets de la voiture. C'était assez sympa. Mais c'est encore pas fini, parce que sinon, ça serait encore un peu facile. Finalement, en fait, c'était un film produit pour un salon, et ils nous ont dit, en fait, c'est pas la bonne voiture. Donc, on a refait un film avec une autre voiture grise qui n'est pas la même. Donc, elle n'est pas simplement grise, elle est un peu différente, ce qui fait qu'on a fait 2 films. Et en plus, comme parfois les goûts des clients peuvent différer un peu des goûts des réalisateurs français, en fait, on essaie aussi de sortir une dear cut à chaque fois. Donc, en fait, on sort 4 films. Mais au final, tout le monde est content. Le client a son film, et puis les réalisateurs l'ont également. Mais c'était une belle aventure. Ça, c'est un autre projet très intéressant.
parce que c'est un film produit pour un salon encore, mais c'est un film de 6 minutes 30. Donc quasiment full CG, parce qu'en fait la voiture est complètement recréée, elle n'existe pas. Elle n'existe tellement pas en fait qu'on a dû designer l'intérieur de la voiture, ce qui normalement n'est pas du tout le travail d'un studio, mais plutôt du constructeur, donc avec toutes les questions que ça peut engendrer et les problématiques, et évidemment les modifications répétées. Néanmoins, c'était assez intéressant, mais ça nous a fait changer d'avis. Enfin, le client a changé d'avis en permanence, et donc à chaque fois, on refaisait le travail. Au niveau du tournage, c'était très intéressant parce qu'on a donc désossé complètement une voiture, on tournait avec un châssis et on recréait la voiture derrière en CG. La ville du début, que vous pouvez voir sur les 2 premières images, est également complètement refaite en CG. Et au final, on a livré un film de 6 minutes 30 qui en plus a fait 7 millions de vues uniquement sur le net, hein, donc des vues clics. Donc c'est quand même des chiffres qui sont assez intéressants là-bas. Et en même temps, il y a eu un engouement pour le projet, mais néanmoins, on a recréé une Deer Cut de 2 minutes 30 qui, me semble-t-il, est bien plus pertinente parce que la 6 minutes 30 a quelques longueurs, mais le client en était très content et là-bas, le film a fait un vrai buzz. Donc pour un film produit, c'est-à-dire que ce n'est pas une pub télé, c'est assez fou de voir qu'il y a 7 millions de personnes qui peuvent la voir uniquement en cliquant sur Internet. Mais ces collaborations, elles sont intéressantes parce que, en fait, pour revenir sur le premier projet avec la bouteille d'eau minérale, qui était compliqué, comme je l'ai évoqué, ça a néanmoins créé une collaboration humaine très très belle. Parce qu'en Asie, j'ai pu l'évoquer, il y a parfois quelques difficultés de production. Il faut pouvoir être relativement flexible et prêt à trouver des solutions. Néanmoins, quand ça se passe bien, il y a des vraies relations humaines qui se créent, basées uniquement sur la confiance, parce qu'effectivement, le mode de travail et parfois le mode contractuel est assez chaotique. Et ils savent aussi très bien qu'eux-mêmes, ils sont liés à d'énormes contraintes au niveau des clients, qu'il n'y a pas de vraie protection, il n'y a pas beaucoup de recours juridiques. Donc finalement, beaucoup de choses se font sur la confiance quand ça se passe bien. Et c'est ce qui s'est passé pour nous avec ce studio, qui nous avait confié une publicité et qui devient en fait le coproducteur de notre long métrage d'animation qu'on est en train de développer. Donc non seulement on a créé une belle relation humaine, mais en plus il nous accompagne sur ce projet. Et on est en train de monter ensemble la collaboration. Et derrière, il y a un distributeur chinois qui également est intéressé. Donc voilà, le travail publicitaire peut parfois déboucher sur des très très belles collaborations dans le cinéma. Donc c'est un bon exemple, ce projet. Et puis j'espère pouvoir vous en parler bientôt un peu plus parce qu'il est en plein développement. Voilà. Merci Cyril. Peut-être au Paris Image Digital Summit 2018 peut-être. Il y a des Chinois, donc ça peut aller. Ça peut aller très vite avec les Chinois, parce qu'on a compris qu'il fallait être flexible, il faut être rapide, et il faut parfois des nerfs à toute épreuve, mais effectivement, c'est à la fin, ça a aussi des très belles aventures, aussi bien sur le plan de la production et de la création. Justement, sur l'ensemble de ces aventures, qu'est-ce que tu retiens justement de quelle manière ça enrichit justement votre façon de travailler, la manière dont vous avez développé ensuite vos méthodes, même ensuite en travaillant, vous, sur des productions françaises? Ouais, en fait, il y a un point que j'ai évoqué et récurrent, mais qui finalement pour nous a été très intéressant, parce que le changement permanent et qui peut intervenir à tout moment de la production et sur n'importe quelle étape, c'est quelque chose qu'on essaye d'éviter en France. Mais là, il n'y a vraiment pas de solution, donc il faut justement en trouver. Et ce qui est intéressant, c'est que ça nous a fait repenser complètement notre pipe, parce qu'on a produit et on fabrique de manière à se dire, ok, alors qu'est-ce qui pourrait changer, à quoi est-ce qu'on n'a pas pensé sur lequel il pourrait finalement revenir. Et du coup, on a aménagé nos façons de travailler, on a modifié notre pipe pour pouvoir être en mesure de changer quelque chose qui ne devrait pas être changé à une étape où on ne devrait plus le changer. Parce que finalement, au début, la première réaction, c'est de dire, mais non, mais c'est plus possible, on ne peut pas revenir là-dessus. Et ça, en fait, le problème, c'est que souvent, ils disent oui, ok, mais on va quand même changer. Et donc, il y a un moment donné où soit on bloque tout, mais avec eux, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'on n'aura jamais gain de cause. Donc, ça bloque le projet complètement. Donc, il faut être prêt à bloquer le projet pendant
une durée indéterminée, ou alors trouver une solution et donc changer sa manière de voir les choses, leur apporter une solution et également expliquer cette solution. L'explication nous a permis de résoudre beaucoup de problèmes en leur disant voilà, on vous propose quelque chose, voilà pourquoi on vous propose cette solution. Et le fait de l'expliquer, ça paraît évident, mais ça permet parfois de faire passer un peu mieux les choses ou en tout cas de trouver des solutions avec eux. Donc le dialogue, aussi le fait d'être présent sur place au moment des tournages et de les aider justement sur la partie production, ça j'imagine que c'est très important. Indispensable. Effectivement, à chaque fois, je ne l'ai pas forcément évoqué, mais à chaque fois, à part sur le projet qui était en full CG sur les bouteilles, mais sur tous les autres projets, on était présents sur place, avec également des interlocuteurs qui parlent chinois, parce qu'il faut savoir que toutes les équipes ne parlent pas forcément français, ni anglais. Donc, il faut pouvoir communiquer, et même quand ils parlent, ou qu'ils parlent bien, le fait d'être dans leur langue natale, ça permet quand même de débloquer des situations qui peuvent être un peu touchy sur des incompréhensions. Donc la présence, la langue, et puis la flexibilité, ouais, il faut être prêt à trouver des solutions et en discuter. Les réalisateurs, justement, ils étaient chinois ou c'était des réalisateurs français? C'était à chaque fois des réalisateurs français. Sur la pub Volkswagen, on avait non seulement des réalisateurs français, mais le chef-op français et bien sûr nos équipes techniques. Mais en général, on essaye d'emmener une équipe artistique française assez solide là-bas et avec plusieurs coordinateurs pour être en mesure justement d'échanger, de dialoguer. Parce qu'on a vu les changements en post-production, mais également il y a des changements sur le tournage le jour même. Donc c'est assez... là encore, il faut être prêt à pouvoir réagir et donc s'entourer de professionnels solides et avec qui on a déjà une bonne relation, ça facilite pas mal de choses. En termes de budget, parce qu'on parlait justement, il y a beaucoup d'allers-retours, il faut changer des choses, il faut refaire. Au final, comment se passent les discussions en termes budgétaires pour finalement à la fin dégager une marge? Alors il n'y a pas de loi. Néanmoins, là encore, j'insistais tout à l'heure sur la confiance qu'on développe avec les partenaires. Cette confiance, elle permet une discussion, une explication comme j'ai évoqué, et cette explication peut amener à des additifs. On a réussi à obtenir des additifs sur les projets, pas sur tous, mais sur la plupart. Mais il faut savoir que c'est quelque chose qui ne se fait pas là-bas. La plupart du temps, c'est culturellement, on convient de quelque chose, mais s'ils rajoutent au final, c'est pas grave. On a convenu qu'on faisait la pub, donc même si la pub, finalement, elle fait pas 80 ou 60 secondes, elle en fait 120, c'est pas grave, c'est une pub, c'est la même pub. Donc il faut leur expliquer que non, quand on fait quelques secondes en plus, ça peut coûter un peu plus cher. Quand on va rajouter des choses en plus, ça peut coûter un peu plus cher. Quand on va modifier des choses, ça peut entraîner des conséquences lourdes. Donc là, c'est vraiment une négociation qu'on peut avoir avec eux. Et c'est vrai qu'ils ont tendance à bloquer énormément les choses. Et après, au fur et à mesure de la discussion, et là encore de l'explication, on arrive de temps en temps à pouvoir négocier, leur expliquer qu'en fait, il va falloir trouver une solution et que cette solution, elle peut coûter un peu d'argent et que ça serait pas mal d'en débloquer un peu. Donc, globalement, finalement, les choses se sont en tout cas bien passées sur les productions que tu as citées. L'expérience reste très positive. Ouais, l'expérience reste très positive. Alors, sur le projet, avec le gros tournage en Chine, économiquement, c'était pas très intéressant parce qu'au final on a décidé d'un commun accord avec l'agence, qu'il y avait un client, une agence et nous, de mettre chacun un peu de notre poche pour finir le projet. Donc je dirais pas que c'est très intéressant, néanmoins ça a permis clairement on a une notoriété là-bas qui s'est développée, qui est plus grande qu'en France et avec ce projet, en fait ce projet-là a été vu dans toutes les boîtes de prod, donc quand on va dans n'importe quelle boîte de prod, ils ont vu le projet. Donc ça valait en fait l'effort d'investissement. Néanmoins, on arrive la plupart du temps à trouver un équilibre qui est satisfaisant. Merci Cyril. Je vais passer maintenant la parole à Édouard Valton. Je vais switcher de siège parce que voilà, Shadi doit faire quelques petits réglages pour sa présentation. Voilà, donc on ne me présente plus Microsimage, voilà, une société qui a fêté ses 30 ans l'année dernière, n'est-ce pas? Voilà, et qui est présent à la fois sur différents médias, le cinéma bien entendu, mais également très fortement dans la publicité. On parlait d'eau minérale tout à l'heure. Microsimage, évidemment, était célèbre dans le monde entier pour ses pubs Evian, notamment. Et donc, ce qui vous a amené à travailler sur des marchés internationaux, donc avec des clients étrangers,
sachant que par ailleurs, Micros est présent en termes de studios sur plusieurs territoires, notamment au Canada, en Belgique. Et voilà, Edouard, j'aimerais que tu me parles justement un petit peu à la fois de la stratégie internationale du groupe Microsimage, à la fois dans le cinéma et la publicité, et puis effectivement quelques exemples un petit plus particuliers, parce que vous avez travaillé en Amérique du Nord, également en Asie, en Chine, récemment également une publicité en Russie. Alors je sais que c'est moins ton domaine, mais justement, voilà, d'avoir un petit peu l'approche de Microsimage, qui est maintenant un groupe international, qui s'est même renforcé, parce que maintenant vous faites partie du groupe Technicolor, et qui se veut un acteur mondial de l'industrie. Voilà, raconte-nous un petit peu justement cette aventure. Si, allô. Alors effectivement, dans les VFX à l'international, chez Micros, il y a, on peut dire, deux aspects. Le développement, comme tu dis, qui a eu lieu à l'international, plus pour répondre à un moment où les crédits d'impôt n'existaient pas vraiment en France ou étaient mal développés, et garder en fait le lien avec des clients, avec des productions françaises, et puis et également effectivement pouvoir et que ce soit une source de développement. Et en parallèle de ça, l'idée, la volonté de Micros, c'est également effectivement d'attirer ici à Paris des clients à l'international, que ce soit d'ailleurs sur tous les sites, que ce soit en pub ou en long métrage, que ce soit des films de fiction ou de l'animation. Micros s'est développé beaucoup au départ autour de la pub. Et effectivement, je pense encore aujourd'hui, notre image elle est beaucoup transportée, valorisée par ce qui se passe en pub, parce que c'est un domaine sur lequel on développe plus facilement des outils et des techniques. En termes de long métrage, Micros s'est beaucoup axé sur le film indépendant français, on peut dire. Mais également avec cette volonté donc de pas forcément aller chercher des blockbusters américains, etc., mais aussi du film indépendant étranger qui en fait aujourd'hui notre démo, vous avez vu tout à l'heure, il y avait beaucoup de pubs. Et qui présente effectivement des technos qui sont aujourd'hui, qui font la différence, on va dire, avec d'autres studios. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut considérer que tout ce qui est compositing, restauration, même matte painting, c'est quelque chose qui est relativement, je dirais, également réparti en termes de qualité dans beaucoup de studios. Après, il y a des enjeux, les enjeux plus importants, comme effectivement tout ce qui est FX, des projets avec de l'eau, des projets avec de la fumée, des projets avec du feu, qui sont aujourd'hui des marqueurs importants pour les studios étrangers. Si gestion de foule aussi, donc il apparaît dans pas mal de vos projets également. Absolument. Et donc j'ai envie de dire que la pub, c'est un peu aujourd'hui ce qui va être notre point d'attraction pour des studios. Il y a également notre implication dans du téléfilm. Il y a un extrait des Revenants avec ce magnifique plan qui est là, qui est très très court, qui fait 45 secondes d'explosion d'un barrage. Donc tout ça fait que l'attractivité de Micros est reconnue en termes de qualité, en termes effectivement de capacité d'effet. Aujourd'hui, tu parles effectivement du fait qu'on soit dans le groupe Technicolor. Ça nous apporte une garantie, en tout cas pour nos clients, c'est quelque chose de très rassurant. Et donc, voilà, l'idée, c'est vraiment, j'espère bien en 2016-2017, d'être très présent sur du marché international en termes de long métrage. En termes de pub, c'est relativement courant. Effectivement, on a fait une pub en Chine, une grosse pub en Chine qui avait été produite par Micros. Et puis l'autre aspect, le troisième aspect du studio, c'est effectivement l'animation.
Et là, de la même façon, c'est le court-métrage, différents travaux en pub et en court-métrage qui nous ont amené à avoir un certain crédit en animation. Et puis c'est le Astérix, donc il y a 2 ans, qui a été fait ici à Paris. C'est Le Petit Prince émule à Montréal. Et aujourd'hui, effectivement, une reconnaissance au niveau des studios d'animation qui ont envie de s'adresser à nous. Et aujourd'hui, il y a des projets, des gros projets dont je ne peux pas parler aujourd'hui, mais qui sont qui approchent de par cette multiplicité des sites, ces différentes façons de travailler sur la pub, sur le téléfilm. Merci Edouard, vous avez acquis effectivement une crédibilité importante dans le domaine de l'animation et la capacité justement à livrer des longs métrages, notamment à travers l'expérience Astérix, qui a été un grand succès international. J'imagine justement l'évolution, on a peu parlé, mais c'est évidemment un élément très important, et je sais que évidemment Micros-Images, normal comme toute société, fait évoluer justement son activité en fonction des crédits d'impôt. Donc on a notamment pour 2016, on a un crédit d'impôt à la fois national qui va être renforcé, et puis on a aussi un crédit d'impôt international qui passe à 30%. Est-ce qu'à ce jour, sans révéler quoi que ce soit, parce qu'évidemment les projets sur lesquels vous travaillez sont secrets, mais est-ce que dans vos discussions avec des interlocuteurs américains, par exemple, mais pas seulement, ça vous ouvre justement des portes, des opportunités, comme par exemple ça a pu être le cas, ou c'est le cas actuellement, avec Illumination MacGuff qui développe des projets d'animation avec les Américains? Absolument. Alors le fait que le crédit d'impôt ait grimpé, alors sur le film d'animation, c'était en termes de volume, c'était relativement important. L'ancien crédit d'impôt était, on va dire, assez sensible. Aujourd'hui, le fait que ce soit effectivement également sur la fiction et qu'il soit remonté à ce niveau, effectivement, c'est un argument supplémentaire dans notre démarche à l'international. Je dirais qu'il y a effectivement il y a le crédit d'impôt, il y a la qualité de notre travail, et il y a, je dirais, tout ce qu'on a pu effectivement développer, entre autres grâce au film d'animation, parce que ça oblige à ça. C'est effectivement un pipeline, un workflow qui soit clair, qui soit sécurisé, qui soit rassurant pour tout le monde. Voilà, ça c'est vraiment les 3 points importants. Et effectivement, cette revalorisation du crédit d'impôt est fondamentale. Ouais. Merci Edouard. Je vais passer la parole maintenant à Shadi. Shadi, tu viens de l'artistique au départ, tu es un artiste graphique. Tu as débuté, en tout cas, tu as connu chez Buff pendant quelques années, tu as travaillé sur plusieurs très grosses productions internationales chez Buff, et puis depuis quelques années justement tu as souhaité te spécialiser justement sur des productions arabes sur l'ensemble du Moyen-Orient. Je crois que ta société est basée à la fois à Damas et à Paris. Tu as, je crois, une antenne à Dubaï, me semble-t-il. Et tu interviens évidemment dès la pré-production jusqu'à la post-production. Et donc justement, je voudrais que tu nous racontes un petit peu la manière dont tu travailles, dont tu vas chercher aussi les clients sur ce territoire-là, parce que finalement on a assez peu de collaboration entre les studios d'effets visuels français et des sociétés de production au Moyen-Orient. Voilà. Donc qu'est-ce qui les intéresse, comment justement tu as pu les approcher, et voilà. Est-ce qu'il y a justement des opportunités de développement dans le futur sur ce territoire-là, sur ces territoires-là? Oui, bonjour. Bon, d'abord, l'idée de faire le pont entre le monde arabe, Moyen-Orient, Nord-Afrique, avec pour l'instant la France, au terme de production, c'était quelque chose qui était commencé en 2008, quand j'ai ouvert mon studio à Damas, ma ville natale. Et puis, on était en état de mobilité tout le temps entre Damas, Abu Dhabi, Dubaï, Le Caire, Paris, toujours pour faire les productions, faire les étapes de pré-production, des fois des tournages.
et éventuellement ramener ces projets en France. J'ai ramené quelques images, 4 images seulement, avec une vidéo. Après, on verra ça pendant notre discussion, si on pourra mettre les images. En gros, le mot que je vais utiliser pour expliquer pourquoi ça fonctionnait là-bas, c'est l'histoire. Dans les pays arabes, je ne sais pas si c'est heureusement ou malheureusement, mais tout le temps, c'est dans les productions télévisées ou cinématiques ou même en animation, des fois même dans la pub, on revient toujours à l'histoire pour raconter l'idée ou le concept du projet. Soit c'est une série télé, comme on va voir quelques exemples, ou un projet d'animation comme l'image d'un projet qui est en préparation en ce moment. Passons par la télé parce que ça reste quand même, les pays arabes, ils sont très actifs en production télévisée comme des séries télé. La plupart du temps, ce sont des séries télé historiques, comme l'image actuelle qui était un épisode dans une série télé drama très classique tournée en live où on raconte une histoire qui est passée en Égypte pendant une époque particulière. Donc, par exemple, dans ce cas-là, tourner toutes ces scènes, construire tous les décors, ça a explosé bien sûr le budget, d'où vient l'idée de conception que notre studio a proposée, c'est de raconter par exemple cette histoire en termes d'animation 2D au travers des tableaux d'orientalistes, inspirés par les orientalistes. Dans certains cas aussi, dans les cinémas aussi, on utilise l'animation 2D stylisée. On a un exemple aussi qu'on va voir peut-être pour faire les génériques, parce que dans les génériques du film ou des séries télé, il y a aussi un espace de créativité pour commencer la narration du film ou de la série, et des fois des espaces libres pour exprimer autrement en utilisant les images en synthèse. Maintenant, Buff, il m'a donné l'accès pour être spécialisé dans les œuvres historiques, parce que j'avais la chance de travailler avec Oliver Stone sur Alexandre, avec Zack Schneider sur le premier 300. Donc, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas encore, j'ai une étiquette que je suis devenu un spécialiste des projets cinématiques historiques, même un réalisateur. Parce que ça, c'est un point très important aussi, c'est que dans le monde arabe, quand on a un projet où il y a des scènes, par exemple, on va passer par une vidéo, par exemple, il y a une scène, il y a une série télé qui parle d'une période il y a quelques centaines d'années. Il y a des matte painting à faire, il y a des scènes de bataille à faire. Le réal principal, il n'est pas forcément branché effets spéciaux, donc il fait un appel à nous pour pouvoir conceptualiser l'idée de la scène. Donc on intervient pour réaliser, même en soit derrière leur caméra, pour réaliser les scènes volues. Donc c'est une chance aussi d'être en phase de pré-production en passant par par le tournage et finir par livrer la dernière cassette. Donc pour l'instant, ICAT on a décidé plutôt d'installer à Paris définitivement, parce qu'on pense que c'est une chance de pouvoir travailler avec le monde arabe, mais pour notre objectif pour le futur, on aimerait bien aussi attaquer des prods européennes et pourquoi pas américaines. Merci Chadi pour cette présentation. Donc on voit à travers vos différents exemples, c'est que l'apport, en tout cas créatif, est assez décisif, que ce soit notamment pour l'Asie
et le Moyen-Orient. Il y avait également cette expérience que tu as évoquée tout à l'heure, Édouard, de la Chine, où il y avait à la fois l'apport de micro-images sur les effets visuels, sur la CG, mais également en tant que réalisation, parce que je crois que c'était un réalisateur français qui s'était déplacé là-bas. J'ai une question on va dire, un peu plus générale. Aujourd'hui, justement, même si les territoires et les enjeux sont différents à chaque fois, mais quels sont à la fois les atouts et les faiblesses de la France pour se positionner aujourd'hui sur le marché international? Alors évidemment, selon que ce soit de la pub, de la télé ou du cinéma, les enjeux sont différents, mais si chacun de vous pouvait nous donner un petit peu votre avis sur cette question. Allez, Cyril. Les atouts, je pense que c'est clairement la créativité. Et c'est vraiment ça qui est recherché. J'ai parlé tout à l'heure du fait qu'on avait fait venir des réalisateurs français en Chine, mais ce qu'il faut voir, c'est la démarche. En fait, c'est pas nous qui l'avons fait venir, c'est vraiment les clients qui ont demandé à ce qu'on leur envoie à ce qu'on leur trouve, qu'on leur propose et qu'on leur trouve des réalisateurs français. Donc il y a clairement une créativité, non seulement en concept, sur toute la partie conception, recherche, proposition, mais également un savoir-faire qui recherche. Parce que techniquement, il y a beaucoup de pays, c'est le cas en Chine, je pense que c'est le cas en Inde aussi, beaucoup de pays qui se développent et qui vont très 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 vite sur la partie technique. Vraiment très vite, c'est même assez impressionnant. Et en plus, ils peuvent souvent lever des équipes très nombreuses en très peu de temps. Ils peuvent être extrêmement réactifs. Et donc techniquement, ils peuvent atteindre des niveaux même souvent assez impressionnants. J'ai parlé des questions de plateau où ils étaient capables de monter des choses extrêmement rapidement. Mais d'un autre côté, il y a aussi un gap culturel qui est assez énorme, qui, je pense, est clairement dû à la différence d'éducation. Mais par exemple, effectivement, sur un plateau, on peut avoir énormément de gens, mais parfois énormément de gens pour un même poste. Là où en France, on aurait eu une ou deux personnes, on va en avoir 5 ou 10. Donc parfois pas toujours efficace. Et puis parfois, il faut montrer qu'on fait. Donc même s'ils font rien, il faut qu'ils montrent qu'ils fassent. Là aussi, ça peut être culturel. Et je pense que sur la partie formation, on a, évidemment, c'est reconnu qu'en France, on a des très très bonnes écoles, et donc des très bons étudiants et des très bons créatifs, mais je pense que même notre système de réflexion, de création, de pensée depuis notre plus jeune âge, nous permet d'avoir un petit temps d'avance encore, en tout cas sur l'Asie et sur l'Inde, parce que c'est vraiment un travail de génération. Donc ça, c'est, je pense, plus difficile pour eux de rattraper ce gap, là où techniquement, ils peuvent nous rattraper, voire nous dépasser assez rapidement. Donc vraiment, la dimension créative et l'ouverture d'esprit de notre système éducatif, je pense, est très précieux. Merci Cyril. Shadi, là on est en train de voir justement les images, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de c'est des films à grand spectacle, donc il faut pouvoir justement, j'imagine qu'ils viennent aussi vous chercher pour apporter une qualité, pour rendre possible certaines séquences. Et comment ça se passe, que les différences de coûts évidemment sont importants, ça on en a peu parlé, mais évidemment avec l'Asie, le Moyen-Orient, les coûts, les budgets sont évidemment pas les mêmes. Et comment justement on partitionne les budgets pour faire à la fois des choses en France, à Paris, notamment, en tout cas en France, et d'autres choses qui vont se faire sur le territoire sur lequel vous travaillez, pour arriver à livrer une certaine qualité, mais tout en étant contraint par des budgets qui sont beaucoup plus serrés que sur des productions françaises ou européennes. C'est vrai, si on veut comparer les budgets de films au niveau d'effets spéciaux, par exemple, en France ou aux États-Unis, avec les coûts ou les budgets qui sont destinés pour faire les effets dans le monde arabe, la différence elle est vraiment énorme, des fois jusqu'à 100 fois moins cher. Malheureusement, les gens, normalement, ou les partenaires qu'on bosse avec, au début, quand on dit une production qui vient de Damas ou de Dubaï ou Le Caire, dans leur tête, c'est casino, c'est bling bling, c'est jackpot. Donc ça complique un peu la communication, ça complique beaucoup
le process de la fabrication d'effets spéciaux. Mais c'est vrai qu'en général, on cherche intelligemment comment rendre le projet faisable dans le budget destiné par le client pour faire les effets. En mode général, ce que j'essaie de faire, c'est de convaincre déjà les producteurs de penser dès le début de la conception de projet, de dire est-ce que c'est un projet que je vais vendre qui a des valeurs ajoutées, les effets spéciaux par exemple. Donc la chance pour vendre ce show ou ce projet pour les chaînes ou pour le cinéma, ça sera différent. On voit ça dans le cinéma américain, dans le blockbuster. Les films qui font plus de rentrées, ce sont des films avec des gros budgets. Donc ils sont vendus pour être des projets de gros budget et ça aide beaucoup pour la distribution. Donc ça, c'est la première étape, c'est de dire, les gars, les effets spéciaux, c'est une valeur ajoutée, pensez bien à l'inclure dans l'enveloppe de votre vente. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, et c'est ça, c'est qui est le plus risqué, c'est de signer un contrat avec eux, même des fois avant de faire le découpage technique. Donc on ne sait pas ce qu'il y a dans le film ou le projet. Je vous donne un exemple maintenant, j'ai un projet de série télé de 90 épisodes. Donc ça fait à peu près 50 heures de montage. Et moi, j'ai signé le contrat avec eux avec un certain chiffre où j'envisage par exemple faire 1500 minutes de VFX. 1500 minutes de VFX, ça paraît un chiffre astronomique. Pourtant, on est confiant qu'on va pouvoir le faire parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai la chance d'être assisté par une expérience et par un banc de démos assez importante, soit personnellement, soit ma société. Du coup, on a un poids dans la décision pour prendre des décisions avec les producteurs et les réalisateurs. Du coup, on participe dans la pré-production pour pouvoir rendre le tournage et la post-production quelque chose de beaucoup plus facile à gérer. Merci Chadi, merci. Alors, une dernière petite question et après on va devoir enchaîner parce qu'il est déjà presque 11h10. Donc, on avait bien compris à la fois qu'I4 Studio et Nightworks, c'est une part importante dans votre chiffre d'affaires, l'international. C'est également en partie le cas avec Microsimage, notamment sur les publicités. On a pas mal d'étudiants, notamment dans la salle, parmi eux, évidemment, des artistes, des créateurs, mais également peut-être des futurs créateurs d'entreprises. Justement, est-ce que c'est le fait d'aller aujourd'hui, de dire je crée un studio d'effets visuels et d'animation, je vais me lancer sur l'international, comment est-ce que vous pouvez donner peut-être un conseil, voilà, est-ce que c'est pertinent, parce qu'en fonction de votre histoire, évidemment, Chadi, comme tu as dit, tu as un background qui fait qu'il y avait une certaine logique à travailler sur ces territoires-là. L'histoire de Cyril, c'est un petit peu différent, mais voilà, je sais pas, un conseil juste comme ça pour notre audience. Déjà, parler l'anglais, parce que c'est vrai que le français, c'est très bien vu à l'étranger, les French Touch, tout ça, ça a vraiment un impact. Nous, on insiste toujours, par exemple, de dire Hi4 Studio Paris parce que c'est plus sexy, c'est plus... c'est comme L'Oréal, en fait. C'est comme L'Oréal. Donc, il faut maîtriser l'art de la communication. Quand je dis parler l'anglais, j'ai fait la raccourci, mais maîtriser l'art de la communication, donner l'air d'être confiant de ce que vous faites, même si vous ne l'êtes pas, c'est pas grave. Il faut pas hésiter à donner des idées artistiques parce que c'est comme ça, nous, personnellement, on a commencé. Nous, quand on a commencé, on était demandé pour intervenir au Maroc pour un tournage des séries télé pour faire des matte painting. J'ai fini de rester au Maroc 4 mois et devenir réalisateur du show. Donc, parce que quand le producteur il voit que vous avez des idées, que vous pouvez faire avancer les choses, donc ça peut aider. Donc, mon conseil, c'est vraiment de maîtriser l'art de la communication. Ne vous mêlez pas du tout avec l'histoire des softs ou le pipeline. Moi, je trouve toujours que c'est une discussion ou une bataille sans fin et sans utilité. N'importe quel logiciel, n'importe quel workflow, aujourd'hui, c'est faisable.
c'est presque bon marché ou gratuit et c'est accessible à tout le monde. Voilà mes conseils. Merci. Cyril, juste un mot. Oui, moi je rejoins tout à fait Chadi sur la langue et j'irais même au-delà en rajoutant je pense, déjà après il faut définir peut-être une zone ou un pays, mais ensuite je pense qu'il faut vraiment s'intéresser au pays, à la culture, aux gens. Parce que bien sûr, il y a la dimension de collaboration professionnelle qu'on peut avoir, mais dans nos métiers, je pense que ça déborde un peu toujours. Il y a une dimension humaine probablement liée au fait que les projets sont souvent difficiles, mais en tout cas, nous, notre expérience, c'est vraiment, on a remarqué la différence entre le fait de pouvoir simplement délivrer un travail de manière purement professionnelle, même très bien fait, ou de s'investir un peu plus, c'est-à-dire découvrir les équipes avec lesquelles on travaille, découvrir où ils travaillent, découvrir leur culture. Et en Chine, entre autres, ça a un poids énorme parce que la culture est différente, les usages sont différents, et donc de connaître certaines choses, parfois certains détails, nous, on a pu voir que ça changeait, et parfois un truc tout bête, mais un petit détail de savoir-être ou de savoir-vivre, ou en tout cas d'avoir fait la démarche de connaître leur culture, va débloquer une situation conflictuelle, parce qu'ils se disent, ah ok, il a fait la démarche de s'intéresser à notre culture, pas simplement à notre projet. Et nous, on l'a vu vraiment sur des projets de manière purement concrète, que ça a aidé et que ça fluidifie énormément les choses. Donc, mon conseil, ça serait simplement, effectivement, déjà peut-être de choisir un pays avec lequel on a des affinités ou simplement une envie, mais après, ou en parallèle, de s'y intéresser vraiment, d'y aller, de rencontrer les gens, de sortir avec les équipes, de découvrir les lieux où ils vivent, ce qu'ils font aussi à côté du boulot, et je pense que ça aide beaucoup. Édouard, pour conclure. Ah, bah, dis donc, avec ce qu'ils viennent de dire, non, je suis tout à fait d'accord, quoi. C'est effectivement 7e art, culture générale, communication, ne pas être ethnocentré, sur penser qu'on est les meilleurs, qu'il y a effectivement énormément de capacités ailleurs, pas voilà, différence culturelle, voilà, ça,